Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage qui déroule le tapis rouge aujourd'hui à un styliste de renommée internationale. Il est burkinabé, il fait la fierté du pays des hommes intègres. Aîné Pathé Ouedraogo dit Pathé-O est notre invité aujourd'hui. Pathé-O, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Comment va Pathé-O pour ceux qui nous regardent sur Burkina Info TV? Bon, sur le plan de forme, vous voyez, je suis en forme, ça va. Je remercie Dieu, je suis en bonne santé. Voilà. Vous avez 71 ans aujourd'hui. Quand on vous voit, vous ressemblez peut-être à un jeune de 50 ans. Comment vous faites pour vous maintenir en forme autant? Bon, on va dire qu'on travaille beaucoup. Ensuite, on mange juste ce qu'il faut. Vous travaillez beaucoup. Oui, énormément. Vous n'avez jamais dit à un moment donné, c'est bon, je laisse les jeunes faire le boulot, je commence à prendre de l'âge, donc je vais commencer à m'écarter un peu. Malheureusement, j'ai choisi un métier où il faut à tout moment suivre la qualité, les formes, les mesures, les couleurs, tout ce qu'il y a comme tendance, il faut toujours suivre. Et puis, des fois, vous avez des vêtements qu'on vous confie. Par exemple, pour certaines personnalités, il faut suivre d'abord les mesures aussi, les couleurs, les finitions. C'est tout un ensemble de choses. Donc, ça ne nous laisse pas le temps vraiment de nous reposer, sincèrement. Et puis, on est habitué, finalement, on est habitué. Donc, quand on ne travaille pas maintenant, on est un peu ennuyé. Donc, vous êtes toujours en train d'utiliser les ciseaux pour couper bien sûr, comme un débutant. Bien sûr. Mais sur la mode, c'est le seul métier où on n'atteint pas un chemin final. Non, ça n'existe pas. Donc, chez vous, on ne finit pas d'apprendre, non, on ne finit pas non. de créer. Parce que chaque jour que vous créez, ça c'est du passé. La pensée vient à la prochaine création. Tout le temps, vous pensez à ce que vous avez créé après. Ce que vous venez de créer, c'est terminé. Pour vous, c'est toujours une innovation, anticipation, et voilà, prévoir, voilà, organiser, voilà un peu la mode. Pathé-O a quitté le Burkina Faso quand il avait 14 ans. Racontez-nous un peu vos premiers pas. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller du côté de la Côte d'Ivoire? Bon, il faut savoir qu'à l'époque, les destinations, c'était soit le Ghana, soit la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui sont, nous qui sommes nés au village, voilà. Vous êtes né à Guibari. Voilà, Guibari en 1900, voilà, on va dire 50. Quand vous prenez de l'âge, après l'école, bon, il y a certaines choses, les besoins, et les grands frères qui viennent de la Côte d'Ivoire, avec certaines choses, telles que le vélo, le poste radio, et puis bon, des vêtements. En étant au village, on ne peut pas les obtenir. Et puis, c'est des choses banales comme ça, et ça vous pousse forcément à partir sans savoir où vous allez. Il faut dire aussi qu'à l'époque aussi, on n'avait pas ce problème le mot immigré, ça n'existait pas. C'est-à-dire que quand on quitte son village, en tout cas, pour nous, Burkinabés, quand on va au Côte d'Ivoire ou au Ghana, c'est pour travailler. Alors, quand vous arrivez, on ne vous pose pas la question, vous êtes qui? Vous êtes... Non. Si vous n'êtes fait rien, si vous êtes correct, vous pouvez trouver du travail. Oui, mais en quittant le village, est-ce que la famille vous a donné de l'argent pour partir? Comment ça s'est passé les premiers moments? Non, justement, parce que la famille, d'une façon générale, ne souhaite pas votre départ. Donc au début, vos parents n'étaient pas d'accord pour que vous partiez du côté de la Côte d'Ivoire? Parce que ça ne se discute pas avec les parents. En tout cas, chez nous, on ne discute pas. On parle même pratiquement, presque clandestinement. Voilà, peut-être la maman est au courant, voilà, vous partez comme tout le monde, parce que c'est visible, parce que ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire ou au Ghana sont différents de ceux qui n'ont pas bougé du tout, parce qu'au village, il n'y avait pas vraiment... Voilà, c'est l'agriculture. L'agriculture, et c'est pas l'agriculture. Parce que nous, c'est pas aussi une agriculture, par exemple, industrielle, c'est juste se nourrir toute l'année. Et on attend l'année prochaine pour encore continuer. Donc, il n'y avait vraiment pas... pour retenir les jeunes, il n'y avait pas quelque chose de solide. Voilà ce qu'on connaît là. Donc, du coup, chaque année, c'est la même chose. Et on veut changer, on veut toujours avoir une ambition de grandir ou bien de voir autre chose. C'est ce que nous poussons réellement à partir. Et à partir de 14 ans, vous êtes levé un matin pour dire, moi aussi, je vais en Côte d'Ivoire pour me chercher? Oui, j'étais avec un frère. Oui. On a décidé de partir. On a pris le vélo de grand frère. On s'est remorqué pour aller jusqu'à Ouaga. Et puis, voilà, on a laissé le vélo, c'est un grand frère là-bas. Et puis, voilà, on est parti. Et de Guibari à Ouaga, vous êtes venu à vélo, hein, c'est bien cela? À vélo, oui. Et à partir de Ouaga, maintenant, pour aller en Côte d'Ivoire, comment ça s'est passé? C'est le train. À l'époque, le train était vraiment moins cher, mais nous n'avions pas l'argent pour arriver jusqu'à Abidjan.
On s'est arrêté à Fréquet. Fréquet, quand vous arrivez, et le train s'arrête là, il y a des gens qui vous abordent. Et ils disent qu'ils vont vous donner du boulot. Ils vous demandent si vous avez été à l'école ou des choses comme ça. Bon, on dit oui, on a été à l'école. Bon, vous venez, vous allez des commis des autres. C'est comme ça que ça commence. Bon. On vous amène à Boaké. En tout cas, pour mon cas, à Boaké, dans une immense salle comme ça, où il y a près de 300 ou 400 lits. Puis on vous met dedans. Et puis on vous donne à manger. Maintenant, le lendemain, il y a des gens qui viennent chercher des travailleurs. Il y en a qui viennent prendre 15, il y en a qui viennent prendre 10, il y en a qui viennent prendre 7. Bon, mais nous, comme on était trop petits, ils ont vidé la salle. Aujourd'hui, ils ne veulent pas de nous parce qu'on était encore très, très petits. On nous a remis encore dans la... Dans la même salle toujours? Oui, bien sûr. Mais à ce moment-là, est-ce qu'il y avait une condition particulière? Qui vous nourrissait? C'est celles qui nous ont envoyés là-bas qui nous nourrissaient. Oui. Voilà. Et ils attendaient le bon moment pour que quelqu'un vienne vous chercher? Non, peut-être qu'il y a une connexion. Oui. C'était organisé, je pense. Il y a des gens, c'est les planteurs qui viennent pour chercher des travailleurs. Mais ils payaient pour les chercher, mais on ne payait rien. Ils viennent nous, on n'est pas au courant de ça. Ce qu'on sait, on nous a amenés gratuitement là-bas. Oui. Maintenant, quand vous êtes là, on vient, vous êtes venus pour chercher du travail. Voici quelqu'un qui veut des travailleurs. Ce point, maintenant, vous suivez ça avec celui-là, que vous allez juger votre... c'est-à-dire le salaire qu'on va vous payer. Voilà. Vous avez fait combien de temps là-bas, dans la grande salle? On a fait 3 jours. On a fait 3 jours, parce que le premier jour, on ne nous a pas pris parce qu'on était trop petits. Le deuxième jour, le gars n'a pas voulu de nous. Le troisième jour, il n'y avait pas beaucoup de monde. On était peut-être 7 ou 8. Quand il est arrivé, il était obligé de nous prendre. Maintenant, quand nous sommes arrivés, on est allé à Boisflé, Saint-Fra, pardon, Saint-Fra. Alors, on nous amène dans la plantation où il y a d'autres Burkinabés. Vraiment beaucoup de Burkinabés qui travaillent là. Il dit, voilà, ce sont vos frères, vous allez travailler ici. Maintenant, le problème, c'était un problème de salaire. On a dit que bon, vous êtes payé par an, et eux aussi sont payés par an. C'était 36 000 francs l'année. 36 000 francs l'année. Voilà, donc quand 36 000 francs l'année, quand vous faites un calcul que le grand frère venait de la Côte d'Ivoire avec un vélo, un poste radio, pantalon tergal, bon, voilà, vous imaginez combien de temps vous allez faire pour... Parce que le vélo grand modèle, on appelait ça vélo modèle, grand modèle, ça c'était à 15 000 francs CFA à l'époque. Et puis maintenant, la poste radio, je ne sais pas combien, mais tout ça, rassembler, il faut, en un an, on ne peut pas. Il faut faire 3 ou 4, 5 ans pour avoir tout ça. Et les conditions de travail pour des enfants comme vous, c'était comment? C'était très difficile? Vous travaillez du matin au soir dans les plantations et autres? Non, en réalité, nous, on n'a pas pu travailler là-bas. Parce que moi, j'ai dit aux vieux qu'on ne pouvait pas travailler parce que le salaire, c'était petit. 36 000 francs, c'était petit. Et les autres étaient là quand même, hein? Oui, mais bon, on n'avait pas les mêmes conditions. Oui. Donc, moi, quand j'ai dit ça, le vieux a dit, il nous a donné un proverbe, et je pense que c'est juste. Il a dit que la pierre qui roule dans l'eau n'amasse pas de mousse. Vous connaissez, au bord de l'eau, il y a des mousses, des trucs vertes là. Il dit, la pierre qui est dedans là, il ne peut pas toucher ça. La pierre qui roule dans l'eau n'amasse pas de mousse. Donc, mais finalement, le vieux, comme on a dit, moi j'ai dit, comme nous sommes des enfants, c'est pour ça qu'on n'a pas jugé le prix avant de venir, il fallait qu'on juge le prix avant de venir. Bon, il fallait que je parlais. Donc, il y a aussi d'autres personnes qui sont là. Donc, ça ne pouvait pas les contaminer. C'est-à-dire, il nous a mis à part pour nous discuter avec nous. Donc, il est sorti avec nous, on allait sur la route, il nous a donné 2 000 francs. Ça, c'était énorme à l'époque. 2 000 francs, c'est... Voilà, pour qu'on puisse prendre le 404 pour continuer où on veut aller. Nous aussi, on ne savait pas où aller de toute façon. Vous avez quitté la plantation sans savoir où aller. Où aller. Et chacun a eu 2 000 francs. Il nous a donné 2 000 francs, 2 000 francs. 2 000. Donc on a pris maintenant le 404 là, on est parti maintenant à Saint-Fra, à Boisflé. La première étape c'était Boisflé, maintenant on allait à Saint-Fra. Arrivé là, bon, le monsieur qui nous a pris dans sa voiture a dit que sa maman voulait qu'on lui fasse des buts pour semer les yams, pour mettre les yams. Bon, alors, quand nous sommes arrivés là, alors la maman, effectivement, nous a montré la place là, on a fait. Quand on a fini, mais une vieille très gentille, elle a dit, bon, vous pourrez rester ici. Chaque fois que vous sortez, vous cherchez du travail. Quand le soir arrive, vous venez dormir ici.
Ah oui. Vous restez autant que vous voulez. Ça, c'est Elle extraordinaire. vous a pris en fait comme ses propres enfants. Vraiment. Et ça vous a même surpris, hein, elle nous a dit oui. que, puis qu'on n'a jamais vraiment été vraiment agressé, hein, mais la vieille, c'est incroyable. Malheureusement, elle doit être maintenant décédée. Je ne sais pas comment faire. Voilà. J'aurais pu aller me présenter à lui, voilà, dire merci. Ça, c'est la moindre des choses. Et vous êtes resté chez la maman là pendant combien de temps? On est resté parce que notre objectif, c'était d'arriver quand même à Abidjan. Oui. Bon, on est resté là, on a aidé les gens à ramasser à mettre des ciments dans le seau pour ceux qui font la construction, le tir pour monter, ainsi de suite, et ainsi de suite. Mouiller le ciment, voilà, tout ça. Voilà, et on là, a fait. on vous payait souvent combien? 200, 500? Bon, ça, c'est vraiment, c'était minimum. Hein. Bon, quand on a eu un peu d'argent, maintenant on a quitté là-bas, on allait à Divo. Divo, quand nous sommes arrivés à Divo, le monsieur nous a demandé encore si on a fait l'école. Puis il nous a envoyé dans sa plantation. Il se trouvait que ce monsieur qui nous a, celui qui on a envoyé, c'était le maire, député maire de Divo. Alors, il est venu à la plantation ce jour-là. Il nous a vus. Et puis, il a dit à son oncle qui était le chef de sa plantation là-bas. Là-bas aussi, il y a beaucoup de Burkinabés. Mais lui, il a dit au monsieur là en douce, il a dit, ils sont tellement jeunes. Il faut leur demander s'ils ont été à l'école, on va les envoyer à la lisière. Et puis voilà, moi j'ai compris ce qu'il a dit. Bon. Et effectivement, quand il a demandé, nous on a été à l'école. Effectivement, nous on a fait le centre de perfectionnement agricole de Kongoussi. Donc on connaissait déjà les variétés de riz. Riz Gambiaka, Saint-Andier-Fort, riz de montagne, riz flottant. On connaissait un peu comment planter du riz. Au moins, vous avez une longueur d'avance sur les autres qui n'avaient aucune compétence ou connaissance de quoi que ce soit. Il dit, bon, on va nous envoyer à la plantation du riz. Au lieu qu'on reste à l'autre côté. Et c'était toujours des 36 000 francs de l'autre côté. Mais à la plantation du riz, c'était 4 000 francs par mois. Donc c'était vraiment, c'était extraordinaire. C'est beaucoup plus, c'est énorme. Voilà, donc c'est comme ça. On est parti à la plantation. Et puis bon, on a travaillé bien à la plantation. Et puis... Pendant combien d'années vous êtes resté là-bas? là-bas? Là-bas, quand on a eu le premier salaire, moi j'ai dit, je m'en vais à Abidjan. Le premier salaire, c'était 4 000. Oui. Et quand vous avez eu les 4 000 nets, là, vous êtes dit, bon, je m'en vais. Mais c'était énorme, hein? Oui. C'était énorme. Oui, et je suis parti à Abidjan, j'étais avec mon frère, et lui, il a dit qu'il allait repartir, travailler dans les plantations où on extrait comment on appelle? La sève, là? La sève de chose. Comment on appelle la plante? L'EVA? L'EVA, voilà. Et c'était à Divo, il est resté là-bas. Ça s'appelle ACPS, je pense. Et vous êtes séparés, hein? Je suis séparé de là. Oui. Et moi, je suis parti à Abidjan. Et vous connaissiez personne à Abidjan? Non. On avait un grand frère et je suis allé par son adresse. Et puis je l'ai retrouvé, puisqu'ils étaient à avenue 5, rue 19. Donc, j'ai toujours là. Là-bas, comme Abidjan, c'est par des avenues. Quand vous arrivez, quelqu'un qui a vécu pendant un temps, vous demandez son nom à la rue et l'avenue et la rue, vous trouvez la personne. Voilà, je l'ai trouvé. Passé des nuits sur lui, chaque soir, il sortait pour me montrer un peu. Et puis, j'ai vu une vitrine où il y avait vraiment des superbes vêtements exposés. Et ce couturier-là, c'était un grand couturier qui s'appelait Jean Cablan. Jean Cablan. Voilà. Et celui-là, j'ai vu sa vitrine, c'était beau. Et j'ai dit au grand frère que je voulais apprendre. C'est comme ça que ça arrivé. Banalement comme ça? Banalement. Oui. Et puis, bon. Mais là-bas, on pensait que c'était très haut. On ne pouvait pas aller là-bas. On allait trouver seulement un tailleur qui peut m'apprendre. Un tailleur de quartier qui allait vous accepter et autres. Donc, il m'a envoyé, c'est un Anango. Malheureusement, il n'était pas là. On s'est assis là-bas. Je suis assis là-bas jusqu'à 11 h. Il n'est pas venu. Donc, je suis parti voir le grand frère. Il dit, le monsieur n'est pas venu. De retour, j'ai vu quelqu'un d'autre. J'ai vu un autre là, s'il peut m'accompagner là-bas. Et puis maintenant, tu sais, toutes les rues, c'est des couturiers. Hein. Il m'a amené là-bas et voilà. Et cette personne m'a accepté. Il s'appelle Bakayoko Gaouchou. Vous ne pouvez jamais l'oublier, ce monsieur. Non, pas du tout. Les premiers moments avec Bakayoko Gaouchou, comment c'était? Vous ne connaissez absolument rien. L'apprentissage, c'est quoi? Vous dormez à l'atelier et puis vous avez des machines, vous enlevez les têtes et vous collez les deux machines, vous dormez dessus. Et puis le matin, très tôt, vous levez, vers 5 h, vous balayez tout, vous placez bien la machine avant l'arrivée du patron. Alors, quand on vous a accepté,
À partir de cet instant, vous ne dormez plus chez votre grand frère. Non, non, non. C'est dans l'atelier maintenant. Je dormais à l'atelier, voilà. Et comment vous vous douchez le matin parce que les conditions n'étaient pas réunies? Non, on le fait, mais il fallait. Bon, de toute façon, il y avait pas, tu es obligé de vivre comme ça. Et à Abidjan, il y avait des fontaines partout. Il fallait, on pouvait aller puiser l'eau, il y avait des endroits où on pouvait se doucher, tout ça. Donc c'est comme ça, à l'époque. Et à partir de là, on vous payait ou bien on vous donnait absolument rien? Ou bien Non, l'apprenti, on ne paye pas. Non. Mais puisque le patron vous nourrit déjà, il vous nourrit, et vous dormez aussi à l'atelier, c'est déjà énorme. Donc on n'avait pas trop de besoins à cet âge-là. Ce qu'on voulait, c'était d'apprendre. Et au fur et à mesure, quand vous apprenez, l'avantage est que quand vous venez du village, contrairement à ceux qui sont nés en ville, on a une longueur d'avance sur eux par rapport à comment on regarde le travail. Parce que nous sommes concentrés, parce qu'on pense qu'on a tué, c'est notre terminus ici. Oui. Donc on a tué, on se donne réellement. Oui. Avec les autres, ils ont un besoin. Le soir, il faut aller au cinéma, il faut regarder la télévision. Alors que vous, il n'y a pas tout ça. Non, le soir, il n'y a même pas lieu de dire, je vais aller faire quoi que ce soit. Ma vie, c'est uniquement apprendre à coudre. Tu ne peux même pas faire parce que tu n'as pas l'argent. Pour aller au cinéma, il faut avoir de l'argent. Oui, c'est ça. Voilà, voilà, c'est des choses comme ça. Donc vraiment, on était concentrés. Et vous avez fait combien d'années avec ce nommé Bakayoko? 5 ans. J'ai fait 5 ans. Et quand je savais tout faire là-bas. Et puis, j'étais quand même trop jeune encore, trop petit pour pouvoir faire un atelier. De toute façon, je n'avais pas l'argent pour faire un atelier. Parce qu'il faut avoir une machine, location de la maison, je ne pouvais pas. Mais après les 5 ans, vous avez appris à coudre, à découper? Coudre, découper, tout ce qu'il faisait là-bas. Les pantalons, les abacos, les chemises. Lui faisait beaucoup de chemises. Et très souvent, il vient, il coupe. On était deux qui faisaient beaucoup de chemises. Bakary et moi. Donc, il pouvait couper 12 chemises. Non. Il peut couper 16 chemises. Et il vous donne. Et le soir, quand il arrive, il doit trouver les chemises, il a accroché. Et passer. Par jour? Chacun fait 8. 8 chemises bien finies, boutons. Et quand il y a une petite faute là-dessus? Ah non. Il n'y a pas. Bon, ça, tu ne peux même pas faire de fautes parce qu'on a appris ça. Non, mais on a vu certains jeunes apprentis, quand ils voulaient, on coupe, on leur donne. Après, on vient trouver que ça a été mal cousu. Il y a des fils qui débordent. Là aussi, très souvent, ça dépend du patron. Parce que le patron, s'il suit bien le travail, effectivement, l'apprenti, il est vraiment assidu. Hein, il est très droit. Voilà, c'est comme ça. Et quand j'ai fini maintenant, comme je n'avais pas encore l'argent pour me faire un atelier, et j'étais encore jeune, je suis allé faire l'apprenti couture d'âme. C'est là, je suis allé chez un autre qui est M. Cheikh Ndiaye. Lui, c'est un Sénégalais. Lui, il fait que des dames seulement. En temps, moi, il savait déjà faire les pantalons et des chemises. Pour les hommes, hein? C'est pour les hommes. Oui. Voilà. Donc, à l'époque, il y avait les bas def. Vous connaissez les pantalons grands bas comme ça. Alors, donc, quand les dames venaient pour des pantalons, c'est moi qui faisais. Chez Ndiaye aussi, c'était l'apprentissage toujours? C'était l'apprentissage. Aucune rémunération? Non. Et vous dormez encore dans cet atelier-là? Je dormais chez... Mais vous dormez chez qui? Voilà. Et puis je dormais chez M. Ndiaye. Et il faut savoir que là-bas, pour la nourriture quand même, il nous donnait plus pour aller manger. Voilà, donc c'était un peu différent qu'avant. Du premier, oui. Du premier, voilà. Ouais, mais puisqu'on savait déjà travailler déjà. Et moi, tout ce qui est chemise, pantalon, je savais déjà faire. Et lui, il ne sait pas faire ça. Lui, il ne fait que de femmes. Couture d'âme. Avec les pinces, des camisoles, les tailles basses. En principe, voilà. il aurait pu vous donner une rémunération parce qu'en faisant ce travail-là, vous êtes venu renforcer son atelier de couture. Oui, mais normalement, il faut savoir que aussi, si vous avez un patron qui vous apprend à travailler, c'est votre Dieu. Parce que c'est lui qui vous donne la vie. Voilà, donc pour nous, on ne savait même pas qu'on payait un apprenti. Mais aujourd'hui, si vous ne donnez rien à un apprenti, il n'apprend pas. Vous apprenez les gens pour qu'ils apprennent. Ça, c'est la grande différence aujourd'hui. Et quand vous voyez les jeunes se comporter de cette manière-là, vous êtes un peu dessus apparemment. Oui, mais parce que vous avez dormi dans des ateliers. On va dire que c'est une période, et je pense qu'il y a eu un changement négatif du comportement des Africains. On va dire que c'est ici seulement. Puisqu'il n'y a pas longtemps, il y a un Français qui est venu chez moi pour faire un stage. En 25 jours, il a cousu sa propre chemise pour porter.
25 jours. 25 jours. En un mois, nous, on a fait un petit défilé dans la rue pour montrer ce qu'il a fait. Dès qu'il est venu, là-bas, en France, il était dans des quoi, comment on appelle ça, les choses. Il ne faisait pas la couture. Et continuons, on va revenir sur cet aspect des jeunes aujourd'hui. Après, c'est Ndiaye maintenant. Après, vous êtes resté chez Ndiaye pendant 4 ans. Wow. Donc ça fait 9 ans. 9 années dans la couture. Maintenant, quand je suis sorti, chaque fois que je sors, les gens font bénédiction pour moi. Parce que M. Ndiaye m'avait laissé 6 mois, et il allait au Sénégal. Et quand il est revenu, l'argent que je recevais, c'est comme si l'argent allait parler, parce que je mettais l'argent ici. Même quand je dors, ma main est dessus. Parce que je ne peux pas perdre 5 francs. Et vous n'avez pas bouffé un centime? Je ne peux pas bouffer. Oui. Et le jour qu'il est venu... Mais un autre jeune aurait pu peut-être fuir avec cet argent. Bon, ça dépend du parcours de chacun, où on vient. Oui, de l'éducation qu'on a eue. Où on vient, parce que bon, voilà. Donc, ce jour-là, quand j'ai enlevé l'argent, il fallait les détendre comme ça. On a mis tout ça, plat comme ça. Et il m'a dit qu'il a fait 6 mois à Abidjan. Il n'a pas eu l'argent cash comme ça. C'était combien environ? Je ne sais plus. Mais en tout cas, il a dit C'était beaucoup d'argent. Bon, à l'époque, oui. Moi, il dit que lui, il ne peut pas. Il sait qu'il n'aura jamais un apprenti comme ça toute sa vie. Ce jour-là, je suis allé manger avec lui, à table. Et quand je ne pouvais pas le regarder. Donc voilà, c'est des choses. Et après ça, quand je suis sorti de celui, maintenant, il fallait créer un atelier. Donc, et c'est là où le vrai débat, le vrai défi commence, effectivement. Mais Ndiaye aurait pu vous remettre quelque chose, par exemple, pour votre honnêteté, votre sincérité. Non, bon, vous savez, c'est ça qui est passé à sa façon de voir. C'est la réflexion. Aujourd'hui, si tu ne peux pas un apprenti, il ne reste pas chez toi. C'est une réalité qui est là. Ou tu le payes, il reste, même en restant, même si pour un temps limite, dès qu'il s'écoule, il va partir. Ce n'est pas pareil. À l'époque, tu n'avais pas d'autre choix. Voilà, donc, quand je suis parti, pour avoir ma petite machine et tout ça, j'ai loué la machine à 1500 francs par mois. 1500 par mois. Voilà. Vous travaillez pour rembourser? Non, pas rembourser. Par mois, je paye 1500 francs à un de mes frères qui a payé la machine pour me louer ça. Donc ça, j'ai fait 6 ans d'adaptation. Ça veut dire que quand vous sortez c'est votre patron, que vous savez travailler, vous avez un temps d'adaptation. C'est-à-dire que pour que les gens sachent qui tu es, par là, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout. Qui sait que tu sais coudre? J'ai des bouches à l'oreille. Ça m'a pris 6 ans. Si vous prenez 6 ans pour ajouter 9 ans, ça fait combien? 15 ans. C'est à partir de 15 ans réellement que les gens ont commencé à me faire confiance et m'amener des vêtements. Et il y a eu un autre défi qui commence parce qu'au fur et à mesure que les gens savent que tu travailles bien, ils viennent, ils imposent les dates de rendez-vous. Et comme tu es nouveau, tu penses que quand tu dis non, ils vont partir. Et maintenant, voilà. Oui, on entend aussi que les tailleurs ne respectent pas les rendez-vous. Non, je suis en train justement de vous expliquer. Oui. Par exemple, quand vous venez nouvellement de vous installer, et si vous avez vraiment travaillé bien, vous travaillez bien, vous avez tout le monde qui arrive. Et là, vous pensez que si vous dites non, les clients vont partir. Alors qu'en réalité, si vous leur donnez même un long rendez-vous, ils resteront. Mais c'est après qu'il faut. C'est quand tu es assis que tu peux comprendre ça. Oui. Mais quand tu veux travailler, on travaille nuit et jour, mais on n'arrive pas à tout finir. Et mon premier apprenti qui s'appelle Léon, qui est maintenant le chef d'atelier chez moi, il est venu. Quand lui, il est venu du village, il voulait aller en brousse. Pour aller cultiver. Voilà. Je dis, il n'a qu'à travailler avec moi. Maintenant, les frères ont dit, non, lui, depuis il est là-bas, là, il a quoi? Il a gagné quoi? Il doit travailler avec lui. Regarde le nombre des années qu'il n'est pas venu au village. J'ai dit non, il faut qu'il apprenne le métier. Et c'était de la bagarre. Parce que les gens ne croyaient pas à apprendre le métier. Tailleur, c'est quoi? Est-ce que ça vous choquait de voir que les gens disaient que votre métier ne servait à rien du tout? À un moment donné, vous dites parce qu'ils ne comprennent rien, mais vous, ça vous fait mal qu'on dise que ce travail-là n'apporte rien, il ne faut pas entraîner d'autres personnes. Non, je crois que j'avais autre façon de les convaincre. Oui. Parce que moi-même, étant déjà un tailleur, je n'avais pas d'ouverture réellement. Tu ne sais pas jusqu'à quel niveau tu vas. Tu restes tailleur, vraiment, c'est un métier qui, au départ, c'était difficile. Sur le plan gain, tu travailles beaucoup. Bon, c'est juste, tu vis, mais tu as une fierté parce que tu connais le monde et tu es fier de t'habiller, tu es fier d'habiller les gens. Et c'est ça la fierté. Donc c'était comme ça.
Et Léon est venu? Léon est venu, il est resté. Et puis, il était resté comme apprenti. Là, donc, il est logé maintenant dans mon atelier. Lui aussi, il a commencé à dormir. Oui, bien sûr, puis que moi-même, je dors dedans. C'est un ami. Oui. Je ne peux pas l'amener chez moi. Donc, voilà. Donc, on a fait une mezzanine. Et il y a 2 ou 3 machines en haut. Et le soir, il monte en haut là pour dormir. C'est comme ça qu'on on a travaillé. Et vous avez commencé à payer vos premières machines quand exactement? Parce qu'il a fallu quand même du temps aussi pour avoir les économies. La première machine, c'est 2 ans après l'ouverture, j'ai pu avoir une première machine, une deuxième machine, une troisième machine. Et voilà. Et puis maintenant, tous les apprentis qu'on avait ont commencé à m'aider. Et voilà, ça a commencé à prendre forme. À quel moment vous vous êtes dit, je ne vais pas m'arrêter uniquement à coudre des habits pour donner aux gens, je vais créer moi-même quelque chose? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cela à un moment donné? Bon, parce que le déclic, ça vient toujours des autres. Hein. Il y a eu, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Clicédo. Clicédo, c'était vraiment notre modèle. C'est un jeune malien, mais qui a vécu à Abidjan. Il a vécu même à Ouaga ici avant de venir à Abidjan. Après, il allait à Paris, il allait rester chez Yves Saint Laurent, et puis il est revenu à Abidjan. Vraiment un génie. Alors lui, quand il est venu à Abidjan en 87-88, je pense, quand il est arrivé, c'était sa collection, c'était... Et j'ai tout fait pour le voir, je ne pouvais pas. À son hôtel, je ne peux pas le voir. Parce que je voyais dans les journaux ce qu'il a fait. Mais je ne pouvais pas le voir. Mais il y avait sa collection. C'était Madame Oufette qui était la marraine, qui a présidé le truc. Donc, quand le jour du défilé, je suis allé, ça s'est passé à l'hôtel Ivoire. Et puis maintenant, là-bas, les toilettes sont en bas. Il a quitté pour aller en bas aux toilettes. Je l'ai suivi là-bas. Et quand il sortait maintenant, il m'a vu. Il ne me connaissait pas. Je l'ai salué, je lui ai dit, ouais, je m'appelle Tan, je suis couturier, je voulais vous parler. Il dit, non, pas maintenant. Il m'a dit de venir à son lieu de travail. Il était à Cocody. Il m'a donné une date, mercredi, et je suis parti. Je lui ai expliqué tout ça. Il m'a dit, il va passer me voir, comment je travaille. Ah oui, lui-même, il va se déplacer à votre atelier. Ouais. Et puis, il est venu, il a regardé ce que je fais. Le seul mot qu'il m'a dit, c'est différent. C'est différent. Différent en quel sens? Dans ce qu'ils font et nous. Et il a ajouté, il dit en Europe, et ils vont vers le client. Et nous, on attend le client. C'est ça. Et comme ça, j'ai réfléchi, aller vers le client. Ça veut dire que tu dois pouvoir faire quelque chose de beau et tu présentes à un client. Tu n'attends pas que le client t'amène les vêtements. Mais est-ce que vous savez que jusqu'à présent, c'est le même système et les gens continuent d'attendre le client qui vient? On ne peut pas. Ça, c'est du passé. Tu ne peux pas. Ça, tu ne fais pas passer. Non, c'est du passé. Tu ne peux pas. En tout cas, à Abidjan, à partir de ma première boutique, je l'ai créée en 95 à Abidjan. Mais avant 95, il faut savoir que dans votre vie, il y a eu une étape importante. En 87, quand vous avez rapporté le ciseau d'or, ça a quand même été un moment important pour vous aussi dans votre carrière de styliste. Oui, il y a eu des étapes comme ça, parce que le ciseau d'or, c'était vraiment un grand concours qu'a organisé Inovax. C'est la plus grande usine qui produit des pailles en Afrique. Et c'était le premier grand concours. Il y avait combien de candidats en son temps? C'est énorme. C'est énorme. Mais je crois que j'ai choisi une vingtaine de candidats. Et quelle a été la particularité de la proposition de Patéo qui lui a permis de remporter ce prix-là? Moi, j'ai travaillé sur un pain qu'on appelle l'oiseau rare. L'oiseau rare, c'est un pain avec des grands oiseaux comme ça. Et j'ai taillé les oiseaux en les mettant les becs. C'est comme si les oiseaux se regardaient. Mais c'était extraordinaire. Donc, c'est ce modèle qui m'a voulu ce prix-là. Alors, mais le problème, quand j'ai eu ce prix-là, ça a encore augmenté le nombre de clients. Et maintenant... Pas un problème. Ça devait être une bonne nouvelle. C'est un problème encore. C'est un problème. C'est un problème encore. Ça aurait dû être une bonne nouvelle pour vous. Non, c'est un problème parce que quand vous savez, quand le succès arrive, que vous n'êtes pas prêt, le succès peut aussi se transformer en cauchemar. Vraiment, voilà. Ouais. Donc, les rendez-vous.
Mais le comble, c'est que quand j'ai eu les ciseaux d'or, Iniwax, qui était l'organisateur, a dit, dans le règlement de concours, que c'est pas tout qui devrait... Enfin, sur le gagnant habillerait Miss Côte d'Ivoire. J'ai lu les débuts de Miss Côte d'Ivoire aussi. 428. C'était les premières éditions de Miss Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, effectivement, on m'a donné le marché. Donc, mais ça, c'est beaucoup d'argent pour un bon début. Oui, énorme. Parce que même des ciseaux d'or, on t'a donné 1 million. 1 million de francs Ouais, CFA. 1 million Et pour CFA. habiller la Miss, là, on vous a payé combien pour ça? Non, pour habiller les Miss, c'était c'était 33 Miss. Et on vous donne 50 000 francs par tenue. Wow. Donc, chaque Miss a 2 tenues. Donc, 66 tenues. Vous voyez? Ah, mais ça, la première édition, j'ai eu pas mal de problèmes parce que, bon, entre ce qui a été dit dans les journaux et entre maintenant le comité Miss Côte d'Ivoire qui était aussi piloté par quelqu'un avec des groupes, dans ce groupe aussi des couturiers qui voulaient le marché. Et certains ne voulaient pas qu'on vous donne le marché. Bien sûr. Oui. Donc, j'ai fait les vêtements, les premiers vêtements. On allait pour l'essayage au golf, à l'hôtel de golf. On arrive. Les premiers vêtements que les Miss ont portés, le monsieur s'est levé et dit non, 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 c'est pas bon. Les Miss ne pourront pas porter ça. Vous imaginez, vous avez 66 tenues. On dit tout cela, c'est pas bon. 66 tenues. C'est-à-dire que j'ai eu le vestige, c'est-à-dire que j'ai failli laisser la couture. Maintenant, Dieu aidant, le patron de Iniwax, puisque quand ils se sont levés là-bas, ils sont allés directement à Iniwax pour prendre les nouveaux pains, pour donner à quelqu'un d'autre. Et le monsieur les a donné les pains, mais il est venu me voir. Mais quel problème tu as eu avec le comité? Mais je crois que j'ai dit non. C'est eux-mêmes qui ont choisi le modèle. On a fait le modèle et ça va à la fille, mais ils ont dit que c'est pas de leur choix, ils n'aiment pas ça, que les Miss ne porteront pas ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit en fait? C'est parce que c'est mal cousu, c'est la couleur des tenues, ou bien c'est parce qu'on ne voulait même pas que vous gagniez le marché? Je ne peux pas dire ça, je ne peux pas dire qu'ils ne voulaient pas. Mais eux, pour eux, ils ont dit que c'est pas beau. Et ça, Que les Miss, c'est pas joli. Mais le problème, c'est que d'abord, on a fait l'essayage à Miss Abidjan, puisque Miss Abidjan, comme les autres à Miss, mais la dame m'a dit, bon, écoute, comme il y a au moins 66 tenues à faire, fini pour Miss Abidjan, on va ici sur les Miss Abidjan, comme les Miss sont à peu près de la même taille, on peut faire tout. Donc moi j'ai fait ça, les gens étaient contents. Mais quand c'est arrivé devant le comité d'organisation, le président du comité qui était là, et lui il a dit que ça ne lui plaît pas. j'imagine le choc, hein? Ah non, je vous assure que pour ramasser les habits pour mettre dans... Anciennement, Léon était venu, il était petit comme ça. Pour ramasser les habits pour mettre dans les valises, c'était terrible. Vous avez même failli pleurer peut-être ce jour. Ah non, je pleurais pratiquement au fond de moi. Maintenant, quand le directeur d'Iniwax, qui à un moment est devenu ministre, M. Angora Kwaku, était devenu ministre du Commerce ensuite. Et lui, c'est lui le directeur d'Iniwax. Il est venu, il a pris sa voiture, il est venu jusqu'à Treichville. Il m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé avec le comité? Je l'ai expliqué. Il m'a dit, est-ce que tu peux faire porter ces vêtements-là à une fille? Ils avaient commencé aussi les premiers défilés. Ils avaient des jeunes mannequins. J'ai appelé une fille qui est mannequin qui est venue porter le vêtement. Il a regardé. Et il m'a dit, je connais le monde. Tu es encore jeune. Je vais leur remettre des pailles. Mais tout ce que tu as fait là, fais ce que tu en veux avec. Donc du coup, ça m'a rendu riche. 66 tenues. Même si ce n'est pas des tailles de grandes filles, mais j'ai vendu toutes ces tenues-là. Wow. Mais ce monsieur, je ne peux jamais l'oublier. Et ça a été un ouf de soulagement pour vous, hein, parce que... Non, pas soulagement, non, parce que quand même, Miss Côte d'Ivoire, c'était en direct à la télévision ivoirienne, c'est toute la nation qui regarde. Et si on dit que ce n'est pas beau, et qu'on t'a laissé ça, tout le monde n'était pas au courant de ça, mais nous, pour moi qui était... Qui avait commencé à monter. Voilà, et puis voilà. C'est un coup dur. Voilà, donc ils ont donné ça à quelqu'un. Mais comme chez nous, en Moro, on dit, moi, je ne pas dire samedi, là, il y a samedi, ça veut dire ça. Maintenant, la dame à qui on a donné pour faire les nouvelles tenues, on va dire. Pendant la présentation des tenues, elle a fait les épaules, les encoulures très larges. Pendant en marchant, ça tombait. La fille s'arrête pour remonter. Donc, il y en a même qui ont glissé, puisqu'il a serré les jupes en bas. Donc, du coup, c'était un autre scandale.
puisqu'on pensait que c'est moi qui ai fait les vêtements. Le lundi, puisque ça s'est passé un samedi, le lundi, mais ça, tout le monde m'appelle. Imbécile, tu sais pas courir, et puis tu as gâté les tenues des Miss. Bras. Toute la journée. Toi, tu es... C'était terrible. Ça a été des moments assez difficiles. Donc maintenant, j'appelle M. Angola pour lui expliquer. Je voulais aller à la radio ou bien quelque part pour dire que ce n'est pas moi qui ai fait les vêtements. Puis que ça a été dit dans les journaux que c'est moi qui devrais faire les vêtements. Ceux qui ont suivi ça comme ça, à la télé, ne pouvaient pas savoir. C'est votre image, hein, parce que si tout le monde dit que ça a été nul, on va dire, mais c'est Patéo qui n'a pas eu la compétence. Patéo là n'existait même pas en ce moment. C'était Patéo Ouédraogo. Patéo, c'est un peu plus tard. Donc, quand on a regardé, maintenant, le monsieur me dit, écoute, tu ne réponds pas, tu ne dis rien. Puis je n'ai rien dit. Maintenant, à l'époque, il y avait une émission qu'on appelait Portrait d'artiste. Un jeune journaliste qui s'appelait Fizance Kassi. Quelqu'un de très vif comme ça. Ah non, lui m'a pris à Portrait d'artiste. Maintenant, quand il est arrivé sur l'épisode, il a dit, bon, écoute, Patéo, dis-moi la vérité. Tu ne sais pas où doit, ou c'est les ministres qui sont mal formés, ou mais parce qu'on ne t'a pas bien payé. Et tu sais qu'à cause de quoi, à cause de toi, il y a les familles qui n'ont pas dormi parce qu'ils pensaient que la fille allait être mise, tu as gâté tout et puis les mises sont... Tout le monde a pleuré. Qu'est-ce qui t'a fait des vêtements? En temps aussi, j'ai dit à M. Angola, il m'a dit, si tu arrives à la télé, il ne faut pas dire qui a fait. Dis simplement que ce n'est pas toi qui as fait. Ouais. Et je suis arrivé, j'ai dit, bon, écoutez, les vêtements que vous avez vus, ce n'est pas du Patéo, ce n'est pas moi qui ai fait. Ouais. Effectivement, au départ, on m'a dit de faire les vêtements, mais quand j'ai fait, le comité a trouvé que ce n'était pas de son goût. Oui. Alors là, voilà. Donc je n'ai pas fait les vêtements, ce n'est pas moi. Voilà, et puis comment? Les gens qui m'ont appelé, qui m'ont insulté, oui. D'autres m'ont rappelé pour s'excuser. Voilà mais ça vous a permis d'apprendre de la vie. Oui, c'était vraiment une grande... Oh là là, j'assure que c'était une grande école, déception. Oui. Vous ne pouvez pas imaginer quand vous faites un boulot, surtout là, c'est le couturier. Quand même un client porte vos habits qui n'est pas content, vous êtes plus mécontent que lui. C'est la vérité. Ça, c'est pour le bon couturier, le bon styliste. Et certains, quand les clients portent même, c'est pas bien, c'est pas leur problème. À la limite, ils disent, mais si c'est comme ça, il faut aller voir ailleurs. Non, je ne pense pas qu'un couturier puisse dire ça. Mais certains, quand même, ne se comportent pas bien. Alors, revenons maintenant sur l'étape avec ce monsieur que vous avez rencontré à l'Hôtel Ivoire. Il est venu voir. Et c'est à partir de là que vous avez compris qu'il ne faut pas attendre les clients dans son atelier. Mais c'est Chris Edo. Oui. Alors oui, parce que quand je dis qu'il ne faut pas attendre le client, bon, mais je n'avais pas cette possibilité, et je n'avais même pas cette idée d'ouverture de pouvoir faire une boutique à l'époque. Ce n'était pas possible, je n'avais pas d'argent. Voilà, pour faire une boutique, d'abord, ça demande, il faut une caution, il faut avoir une vendeuse, il faut maintenant alimenter la boutique. C'est tout un ensemble de choses. Voilà, donc ça fait que ça a pris un peu du temps, jusqu'à ce que vers les années 80, ma première boutique, je crois que c'est en 96 ou 97. 97. Et j'ai ouvert une boutique en 95 à Yamoussoukro. Voilà. Et par rapport à ça, en 98, je rencontre le président Mandela. Vous savez qu'il y a toujours quelque chose qui fait un déclic chez quelqu'un. Mandela, ça a été quand même le grand moment. Hein. Quand on dit Patéo, on voit Nelson Mandela. L'image a fait le tour du monde, ça a marqué les esprits. Oui, mais bien sûr qu'il m'a vraiment il m'a effectivement aidé par son image. Parce que Mandela... Comment ça s'est passé la rencontre avec Nelson c'était d'abord Myriam Makiba, paix à son âme, qui est venue à Abidjan. Puisque Myriam Makiba cousait chez mon patron. Et quand elle est venue, à l'époque, elle était en exil en Guinée. Parce que l'ANC était une partie qui était... Voilà. Et après, il est rentré parce que ça a été... Mandela est venu au pouvoir, donc ils ont aboli ça. Bon, voilà. Donc tout le monde pouvait rentrer. Donc c'est là, elle est venue encore. Mais elle cousait chez mon patron. Et quand elle est arrivée, mon patron était rentré au Sénégal. Il n'a pas trouvé le patron. Il a demandé. Et son apprenti parti. Puis ils l'ont emmené sur moi. En ce moment, j'avais commencé à faire des chemises. Elle a fait ses vêtements et elle a vu les chemises là. Elle dit voilà que, elle dit ah ça,
ça doit aller au président. Il va être content. Donc, elle a pris 5 chemises. Et moi, modestement, je ne pouvais pas imaginer, des années même, j'entendais parler d'eux. Elle a payé, donc c'est Myriam Makeba Myriam Makeba a payé les 5 chemises. Chemises chez vous, voilà, pour aller donner un cadeau au président Mandela. Au président Mandela. En temps, moi-même, dans ma tête, j'ai dit, ah, ça, c'est pas s'il va accepter, mais voilà une chemise, il faut aller lui donner. C'est de la part de son fils qui est ici. Son fils. Vous avez ajouté une 6e chemise. Voilà. Et ça, c'était vraiment que j'ai donné. Mais à cause de la chemise, le président Mandela a écrit une lettre de sa main pour m'envoyer. Ça aussi, c'est une hauteur des hommes. Voilà. Il y en a qui pensent que quand vous les donnez, bon, c'est par rapport à leur grandeur, tu es obligé de lui donner parce qu'il est temps. Non. Quel que soit ce qu'il y a, un couturier, il souhaite que ton œuvre soit vue et appréciée. C'est ça vraiment les gens ne comprennent pas. On ne donne pas pour avoir un nom. On donne plutôt pour être récompensé, pour être fier de ce qu'on fait. Et valoriser ce qu'on fait, voilà. En réalité, c'est ça. Et Mandela vous a envoyé une lettre. Et à la fin de la lettre, il a dit, l'Afrique de demain appartiendra aux créateurs de richesses. Vous n'oubliez jamais cette phrase de Mandela? Non, jamais, jamais. C'est pas possible. C'est pas possible. Et depuis lors, Mandela a commencé à commander des chemises sur vous, mais comment ça se passait? Non, ça partait par la voie diplomatique, les ambassades là-bas. Oui. Voilà, et il nous a réellement vendu. Et moi, je l'ai rencontré je voulais en arriver un là, peu justement. plus tard, oui. En 98, quand il y avait le chemin chemin africain ici, le chemin Ouagadougou. Et c'est là que j'ai rencontré le président Mandela. Et le jour quand je l'ai rencontré, c'est une image. C'est-à-dire qu'il sentait que je n'étais pas capable de parler avec lui. Ah oui? Comment, quand vous êtes arrivé? Non, parce qu'il m'a dit là, c'est autre chose. Vous ne pouvez pas imaginer. Oui. Et puis, il a attrapé ma main. Vous savez, sa main droite a pris ma main gauche comme ça. Puis on est sorti parce qu'il était dans une villa, on est sorti dans le jardin. Et son interprète nous suivait. Parce que moi, je ne parle pas l'anglais. Oui. Nous suivait. Et il vous disait quoi? Vous avez échangé sur quoi? Vous et Mandela, vous avez parlé de quoi? Non, je lui ai posé la question. Quand il a dit que l'Afrique de demain appartiendrait au créateur des richesses, ça veut dire quoi? Il m'a dit non, que mais bien avant ça, pour que je puisse m'approcher de lui, il a senti que je ne pouvais pas parler avec lui. Et il a tâté ma tête comme ça. Ça, c'est vraiment, vous ne pouvez pas imaginer la connexion. C'est-à-dire, le chef d'État, on ne s'approche pas à un chef d'État comme ça. Il a voulu faciliter. Il a voulu faciliter, mais pour ça, aussi, il faut avoir une foi en soi. Tu vas penser que quelqu'un, tu veux voir pour la première fois, peut-être il va te piquer avec un couteau. Pourquoi? Mais il a été tellement... Et ça vous a marqué. Voilà, c'est pas possible, quoi. C'est même pas possible. Mais un ami même que vous rencontrez pour la première fois après de vous. C'est pas évident. Voilà. Pas évident. Voilà, donc ça, c'est extraordinaire. Quand il a tâté ma tête, mais ça m'a donné... Il a pris ma main, ça m'a donné maintenant le courage de lui parler, de lui poser des questions. Vous êtes restés longtemps ensemble? Non, bon, c'est la visite comme ça, on a tourné, après il allait s'asseoir, on s'est assis, puis voilà, et on a fait la photo, et puis vraiment. Alors, les tenues de Mandela devaient coûter tout de même trop cher. Est-ce qu'il payait plus cher que les autres? Comme c'est un chef d'État, vous avez profité de ça pour vous faire beaucoup d'argent? Non, vous savez un peu, c'est le couturier. Oui. Je crois que très souvent, l'argent on veut. Beaucoup plus quand même le travail bien fait. Vous ne pouvez pas imaginer, parce qu'après ça, les gens ne savaient pas. C'est après 98 ou 99. Donc 99 maintenant, puisque vous l'avez rencontré en voilà, 98. Voilà, non, mais c'est 90, voilà, 99, je crois, il était l'invité spécial de Chirac pour le 14 juillet. Comprends, je ne me rappelle plus la date exacte. La fête française, oui, le 14 juillet. Il était là, mais ce jour-là, il portait une veste, bien sûr, pour la cérémonie. Après, maintenant, quand il est rentré, il est ressorti, il a porté une chemise de Théo. Et puis, il allait déposer des herbes de fleurs sur la tombe d'un dirigeant de l'ANC qu'on a tué à l'époque. Et c'est là que les gens sont venus. Maintenant, c'était la première fois, on voyait quand même un chef d'État porter des chemises bariolées comme ça. Tout le monde veut être les semblables tels. On veut être sobre, c'est la chemise qu'il a choisie, je ne sais pas où. Voilà. Mais lui, il porte ce qui lui plaît.
Parce qu'il n'a pas, voilà, il n'a pas à tricher quelqu'un, parce qu'il existe. Oui. Voilà. Et ça a été aussi un moment important pour la carrière de Pathé. Bien sûr, bien sûr. Et puis bon, les journalistes, il y a un qui lui a posé la question. Il ne connaissait pas bien mon nom. Il a pité ou quelque chose comme ça. En Côte d'Ivoire, je repris Pato Abi Mandela. Et c'est parti. Maintenant, la dernière, oui. on faisait l'émission, une édition à Yamoussoukro. Notre deuxième, troisième édition là, mais on a pillé la boutique. La boutique a été pillée. C'est-à-dire tout le monde cherchait seulement une chemise Pato. C'est pas dire on ne cherche même pas, on cherche sa taille. Peu importe la couleur, on veut sa taille. C'était extraordinaire. Vous pouvez demander le directeur de l'hôtel, il est au courant, il est vivant, mais c'est un gamin. Mais après Mandela, il y a eu d'autres chefs d'État aussi qui ont porté du patéo. Comment ça s'est passé le contact avec ces chefs d'État-là? Bon, en réalité, oui. La question devrait être posée. Pourquoi ces chefs d'État ne portent pas toujours de ce qui est fait en Afrique? Pour nous, c'est notre devoir de les habiller. Donc un Africain qui habille un Africain, vraiment, il n'y a pas de mystère. Oui. Nous, notre boulot, c'est de les habiller. C'est les non-modèles, c'est eux qui nous vendent. Donc, maintenant, la plupart du temps, eux aussi, se sont alignés sur les autres Africains en disant que l'Afrique est encore, tout ce qui est fait est médiocre, ou bien tout ce qui est fait, c'est pas mon niveau, tout ce qui est fait, ça, je ne mérite pas ça. Donc, tout le monde pense pouvoir aller se vêtir ailleurs. Voilà le combat. Je parle de Mandela, mais il y a eu aussi Laurent Gbagbo, il y a eu Alpha Oumar Konaré, Modibo Diarra, entre autres qui ont porté du patéo. Alpha Condé, même de la Guinée. Paul Kagame, voilà. Et maintenant, voilà, j'habille tout le monde. Même notre président, Roch Kaboré. Bien sûr. Voilà, j'habille tout le monde. Parce que c'est mon devoir. Ceux qui acceptent de porter ce que nous faisons, on est prêts. Est-ce que ces chefs d'État-là, c'est eux qui commandent directement les tenues vers vous, mais c'est vous qui leur proposez des tenues? Mais je suis un couturier et c'est visible. Voilà. Il y a, chaque fois, très souvent, on fait la démarche pour les habiller. Voilà, parce qu'ils sont spéciaux. Ce n'est pas quelqu'un comme ça qui peut venir dans vos ateliers pour dire ou bien dans les boutiques pour savoir ce que vous avez. Peut-être que ça leur plaît, mais il faut aller passer par des gens ou bien faire ta proposition. Ici, les messieurs acceptent. Alors c'est bon. La plupart du temps, les gens acceptent. La plupart du temps, il y en a aussi qui n'acceptent pas ou bien qui ne sont pas prêts à les porter. Est-ce qu'il n'y a pas eu le revers de la médaille? Parce que quand on a commencé à voir des chefs d'État porter du patéo, les gens ont dit « Ah, il ne faut plus aller vers ce monsieur parce qu'il doit coûter trop cher. Quand le président s'habille, ça doit coûter plus cher que le citoyen ordinaire, éventuellement. » Non, justement, ça a beaucoup plus encouragé les gens à nous. En fait, la mode, c'est quoi? La mode, il faut que ce soit visible. Et pour que ce soit visible, ce sont ces gens-là seulement qui peuvent nous vendre plus. Voilà. Sinon, on a une clientèle. Mais ces gens-là, ils sont beaucoup plus regardés. Et c'est même leur devoir d'aider tous les Africains qui font des choses bien, pas forcément dans la mode. Oui. Voilà. Donc, je pense que c'est... On a parlé des tenues de patéo à 100 €, 200, 300 €. Est-ce que c'est à la portée des citoyens modestes qui veulent s'habiller en patéo aujourd'hui? Non, je crois qu'on n'est pas aussi cher que ça. Non. On est juste. Juste là pour vous, c'est combien? Non, on n'a pas un prix aussi élevé que ça. Oui. Non. Mais le prix le plus bas de patéo, c'est combien? Genre la tenue. Nous, on n'a pas de prix le plus bas. Hein. Non. On a le prix normal. Oui. Voilà. Parce que, vous savez, nous, tout ce que nous faisons, c'est fait main. On ne va pas aller au marché pour prendre un tissu et coudre pour que quelqu'un porte. Vous regardez tout ce que nous faisons. Tout est fait main. On a le tissu est travaillé avant de le coudre. Et on a des couleurs, on a près de 300 motifs différents. Voilà, tout ça, c'est du travail. Donc, ça veut dire que nous, on ne parle pas de prix. On parle de qualité. La qualité n'a pas de prix à la réalité. Hein. Je ne sais pas. Je voudrais vous entendre sur quelque chose récemment. Quand Alpha Condé est tombé, Laurent Gbagbo est tombé, les tenues de patéo ont été portées par ces chefs d'État. Les gens ont commencé à faire des railleries sur vos tenues sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous a choqué de voir ça? Non, ça me fait rire. Parce que pour qu'on parle de vous, il faut faire quelque chose. Et ce que j'ai fait, je n'ai pas fait quelque chose de mauvais. Habiller une personne, je ne pense pas que ce soit mauvais. En plus de ça, est-ce que si ces chefs d'État qui sont tombés, il y en a combien qui sont tombés avant eux? Ils portaient quoi? Et on a dit quoi sur ça? Il y en a qui ont porté des vestes pour être renvoyés de chez eux ou pour mourir avec ça. On n'en parle pas.
Parce que c'est des vêtements qui sont venus d'ailleurs, on pense qu'ils se super. En fait, c'est les ennemis de l'Afrique qui disent ça, parce qu'ils n'ont jamais rien fait d'eux-mêmes. Donc pour eux, un chef d'État, il ne peut que porter ce que nous faisons. Il devrait porter quoi? Parce qu'il portait ce qui est fait en Afrique, alors les gens sont contre. Ou bien, c'est ça le cas. Mais ça ne vous a pas un peu ébranlé? Non, est-ce qu'ils savent comment... Mais vous les avez vus, non? Ça ne m'a même pas paniqué parce que le parcours, oui. Vous savez depuis quand on est dedans, ça ne nous effraie même pas. Si ce n'est pas le chef d'État, ça serait quelqu'un d'autre. Oui. Ça, il faut être sûr de ça. On est né, on n'est pas prêt pour mourir. Voilà qui est bien dit, voilà qui est bien clair. Alors, vous avez 50 ans de carrière. 50 ans, ce n'est pas 50 jours. Quand on vous demande de faire un bilan, qu'est-ce que vous avez à dire en termes d'enseignement pour les jeunes qui nous regardent sur Burkina Info actuellement? Bon, 50 ans, en matière de la mode, on pense que c'est long. En réalité, pour celui qui est un créateur de mode, ce n'est pas long. Puisque chaque jour, on veut créer ce qui est nouveau. Chaque jour, ce qui est créé ne compte plus. C'est ce qu'on n'a pas encore créé qui est là. Donc, ça veut dire qu'on innove. Et ça vous laisse moins de temps de penser l'âge ou le temps que vous avez pris pour arriver là. C'est plutôt beaucoup plus ce qui est futur que vous pensez. Concernant la jeunesse, je pense qu'on a, surtout dans ces secteurs-là que je connais mieux, il faut que les jeunes gens soient patients. Patients. Ouais. Et mieux apprendre le métier. Oui. Sinon, ça vous rattrape. Donc, ils sont trop pressés. Oui, les gens sont très pressés. Oui. Parce qu'aujourd'hui, même un apprenti, il ne le paye pas, il n'apprend pas. Il faut payer l'apprenti pour qu'il apprenne. Vous pensez que c'est normal? Et comme en Afrique, les gens aussi on n'est pas encore organisé pour dire que ceux qui apprennent les métiers aussi sont aidés par l'État pour les soutenir à arriver à un niveau. Non, c'est le couturier que lui, s'il a 10 apprentis, il doit les nourrir, il doit les payer même pour les transports, et pour tout ça. Vous voyez, ce n'est pas évident. Alors, on sait aussi que vous devez être fier de voir un élément au Burkina Faso. Le Faso d'Anfani, les tenues de Patéo, tout le monde porte aujourd'hui cela. Est-ce que vous dites, Thomas Sankara a eu raison à un moment donné? Parce que lui aussi, il a dû influencer votre vie à un moment donné. Bien sûr. Thomas Sankara, quand je l'ai rencontré, M. Thomas, en 87, malheureusement, je l'ai rencontré juste quelques jours avant sa mort. Avant le 15 octobre. Voilà. Et je portais un Faso d'Anfani. Et il m'a dit comme ça, voilà, c'est comme ça que les Burkinabés portent le Faso d'Anfani. Mais comme ils ne veulent pas, pour m'énerver, ils portent, ils lavent, même quand c'est d'été, ils continuent de porter pour m'énerver. Et puis on a parlé beaucoup de choses. C'est ce que Thomas Sankara vous a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Oui. Alors j'ai trouvé qu'effectivement, bon, maintenant le Faso d'Anfani, il n'y a pas mieux. En Afrique, on n'a pas un tissu mieux que ça. Il n'y en a pas. Et surtout qu'ici, les gens ont réussi quand même à fixer la couleur. Ça ne déteint pas. Parce qu'à l'époque, c'était le problème. En Côte d'Ivoire, on a des super pains tissés, comme le pain baoulé, comme l'étoile de Korogo. Mais le pain baoulé, il y a encore un problème de teinture. Il y a la teinture, j'ai réussi quand même à fixer la couleur. Mais il y a un problème de largeur. Ils sont encore à 20 cm. Il faut coller les 20 cm pour avoir une largeur pour couper. Ici, les Faso d'Anfani sont arrivés quand même à 1,50 m de large, à 50 cm de large. Et voilà, c'est des choses qu'on peut travailler. Et puis les couleurs sont fixées. Donc je pense que le Faso d'Anfani, c'est un produit, pour le moment, je pense, si les gens travaillent bien, ça sera l'industrie future pour le Burkina. Une fierté pour le Burkina, une fierté pour l'Afrique en un moment. Ouais, ouais. Alors, on sait aussi que Patéo a rencontré des personnalités, parmi lesquelles le pape François Ier. Alors, racontez-nous, comment vous avez pu rencontrer le pape? Et vous l'avez dit, on ne peut pas toucher au pape, mais vous êtes parvenu à lui mettre donc une écharpe et autres. Comment ça s'est passé au Vatican? Bon, peut-être l'ignorance, des fois, ça vous conduit peut-être à quelque chose de positif, on va dire. Parce que je ne savais pas qu'on ne touchait pas le pape. J'ai rencontré le pape parce que je suis musulman, je suis allé à la Mecque. Oui. Mais en même temps, quand on regarde les religions, vous ne comprenez pas grand chose. Même si les musulmans, la façon de prier, les gens, la façon de s'arrêter pour prier, ce n'est pas pareil. Il y en a qui s'arrêtent comme ça, il y en a qui s'arrêtent comme ça. Bon, et puis, bon, quand on arrive à Al-Fatiha, il y a des gens qui n'attendent pas ça. Dès qu'on dit Assalamu alaikum, tout le monde fuit pour sortir. Bon, alors, je ne comprenais pas tout ça.
Quand on demande, chacun a ses interprétations. Bon, c'est les chrétiens aussi, vous avez les pasteurs, il y a tout un ensemble de choses. C'est ça. Bon, je voulais être sûr de moi-même par rapport à ma religion. Donc, le pape a dit que pour aller à Dieu, vous pouvez passer par plusieurs chemins. Mais l'unicité de Dieu, ça ne se discute pas. Il est seul, il est unique. Donc ça me suffit. C'est pour ça que j'allais voir le pape, c'est tout. Et quand vous êtes arrivé, vous lui avez donné un cadeau. Oui, je lui ai donné un gros pain ghanéen. Et puis je lui ai donné un chapeau même. Hein? Et puis je lui ai donné aussi une grosse chaîne ghanéenne, là, comme de l'or. Voilà. Donc ça, tout ça, il fallait quand même le faire parce que les gens, mais ils ne savaient pas que c'était interdit de toucher le pape. Mais les gens m'ont laissé faire, ils m'ont même dit de le combattre pour qu'il fasse la photo. Puisque ça s'est fait, tout le monde était content. Après, c'était vite. Comme les gens voulaient me dire non. Et puis maintenant, il a dit de remettre ça pour qu'on fasse les photos. Ils ont fait les photos. Et ça a été un moment aussi important pour ouais, vous. Pour moi, oui. Parce voilà. que j'ai vu le monde, j'ai vu qu'il y avait un monde fou sur le pape, pour voir le pape. Alors, vous l'avez dit lors d'une interview, je pense qu'on est pratiquement à la fin de cette émission, vous l'avez dit, il faut que l'Afrique se réveille, sinon on va être embarqué dans le reste du monde. À ce niveau-là, est-ce que vous voulez lancer un message à l'Afrique, au continent africain de façon générale? Bon, s'il y a un message à lancer, oui, je dirais que nous ne sommes pas venus pour accompagner les autres. Parce que nous sommes nous. Un être, c'est comme chacun pense son cas individuellement. Admettez que vous décidez de ne pas rien faire, vous allez tricher les autres ou bien demander pour vivre. C'est un autre aspect de la vie. Aujourd'hui, je pense que l'Afrique a commis une grave erreur. C'est de ne pas penser que la mode fait partie du développement africain. Si au départ, tel qu'on a envoyé des étudiants à étudier, je ne sais pas, la médecine, la chimie, tout ça, ce que vous voulez. S'il y avait aussi des étudiants pour choisir, pour aller étudier comment vêtir les autres, étudier la mode, je crois qu'aujourd'hui, ce secteur-là a été développé. Moi, je pense que quand on est né, il y a trois choses quand même que nous pouvons être quand même capables de le faire. C'est nourrir, c'est soigner, c'est vêtir. Tous les trois, nous sommes déficitaires. On n'est pas capable de nous nourrir, déjà. C'est déjà un problème. On ne peut pas se soigner aussi. Bien sûr, ceux qui n'ont pas d'argent, ils meurent ici. Ceux qui ont l'argent pensent qu'on va les sauver de l'autre côté. Tout ça, c'est faux. Et puis maintenant, c'est vêtir. Là, quand même, on produit le meilleur coton au monde. Pour quelles raisons nous ne pouvons pas transformer ce coton-là pour au moins nous vêtir? Et que vous savez que si aujourd'hui, on arrête la pacotille, c'est-à-dire que les habits qu'on amène de l'autre côté, si on arrête ça, les friperies là, les Africains vont manger nus. Parce que les couturiers qui sont là ne peuvent pas habiller tous les Africains. Ce n'est pas le talent qui manque. Ce n'est pas le savoir-faire qui manque. Ce n'est pas aussi l'organisation qu'on ne pourra pas mettre en place. Pour quelles raisons ces côtés de mode, on a abandonné comme ça? Ça parce que les gens pensent que pour se vêtir, il faut aller de l'autre côté. Et il faut, pour se vêtir, pour ressembler à qui? Très souvent, ça me fait rire parce que je me dis, quand on est né, on doit être fier de soi-même. Et ce continent, on doit être fier de ce continent. Voilà, mais malheureusement, on pense que ça doit venir de quelque part. Non, on attend. Oui. Alors qu'on n'est pas les seuls qui disent à créer. Ouais, je ne pense pas qu'il soit spécial. Levons-nous, battons-nous, prenons notre place et puis on ira de l'avant. En fait. Je pense. Patéo, merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui met fin donc à ce rendez-vous. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. Vous l'aurez donc remarqué, nous sommes en Patéo aujourd'hui pour cette émission. C'est une manière pour nous aussi de valoriser le travail que fait ce grand homme, ce grand styliste, qui valorise le Burkina, l'Afrique et le monde entier. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.